Le pape Étienne VI, vers janvier 897, présida un procès tenu à l'église Saint-Jean de Latran. C'était un prédicateur passionné, un ecclésiastique incontrôlable aux désirs mondains. Il accusa la personne assise à la place du défendeur de divers crimes contre les lois de l'Église, tels que des actes contraires aux lois et la diffamation du nom de Saint-Pierre. Pendant ce temps, le défendeur, portant la tenue officielle du bureau papal, était assis sur un trône en bois. Du point de vue d'un observateur extérieur, tout semblait être conforme aux règles. Cependant, tout cela était une absurdité déconcertante. La personne à laquelle Étienne s'attendait pour répondre aux accusations n'était autre que le pape Formose, décédé 9 mois plus tôt. Exhumé de sa tombe, amené à l'église Saint-Jean de Latran, vêtu de vêtements pontificaux, il était assis sur un trône spécialement préparé. Cet événement bizarre passerait à l'histoire de l'Église sous le nom de « synode du cadavre ». De plus, l'histoire ne s'arrêta pas là, les épreuves de Formose ne se calmèrent pas à la fin du synode. En réalité, ces difficultés n'avaient pas commencé avec le synode. À la fin du IXe siècle, la papauté jouait un rôle central dans les luttes de pouvoir intenses sur la péninsule italienne. Formose s'était retrouvé au milieu de ces conflits complexes dès les premiers jours de sa carrière. Nommé évêque de Porto en 864, il fut bientôt envoyé en mission missionnaire en Bulgarie par le pape Nicolas I en 866. Ses activités là-bas furent remarquables à bien des égards. Formose réussit non seulement dans sa mission, mais il gagna également une popularité incroyable parmi les Bulgares. Le dirigeant bulgare Boris fit personnellement part de son désir de nommer Formose évêque dans son royaume. De plus, à cette époque, chaque envoyé arrivant à Rome chuchotait au pape Nicolas que les Bulgares ne voulaient que Formose comme évêque. Cet événement déclencha le premier conflit réel entre le chef de l'Église catholique Nicolas et Formose. Les décisions du deuxième concile de Nicée convoqué en 787 empêchèrent Formose d'assumer un rôle épiscopal séparé de son poste actuel. Nicolas souhaitait limiter Formose, dont les ambitions mondaines étaient tempérées par des aspirations mondaines. Ainsi, Formose resta évêque de Porto, et rapidement, la décision fut prise de l'envoyer en France en tant qu'envoyé pontifical pour une mission. Cependant, la paix avec l'Église ne serait pas facilement obtenue. Jean VIII, qui succéda à Nicolas dans la tiare papale, accusa Formose de piller l'un des monastères de Rome. De plus, sa collaboration avec Arnulf, le dirigeant carolingien aux ambitions politiques sur l'Italie alors qu'il était en France, suscita le mécontentement parmi certains cercles. Après ces événements, lors d'un synode de l'Église convoqué à Santa Maria Rotinda en 876, Jean VIII accusa Formose d'avoir empoisonné les esprits des Bulgares et annonça l'avoir excommunié ainsi que quelques collaborateurs. Cependant, certaines sources affirmaient que l'excommunication avait été approuvée à un moment donné entre 872 et 879. Quoi qu'il en soit, de ces années jusqu'en 883, la période fut remplie d'incertitudes pour Formose. Pendant un certain temps, il chercha refuge auprès de ses partisans à la cour du duc III Guy, qui régnait en Italie centrale. En 878 ou 879, l'excommunication fut levée à condition qu'il renonce à ses devoirs de prêtre. Cependant, l'ancien évêque n'était pas prêt à abandonner sa carrière si facilement. Il avait toujours des amis à Rome. Des chuchotements derrière les murs de la basilique Saint-Pierre parvinrent aux oreilles attentives de Formose en quelques jours, et finalement, ces chuchotements lui apportèrent la nouvelle de la mort du 8e Jean vers la fin de 882. Marin Ier, qui assuma la charge papale avec une attitude modérée à son égard, lui accorda des pardons. Ainsi, avec la faveur de Marin, les péchés de Formose furent pardonnés au début de 883, et l'évêque retrouva sa position précédente. À partir de ce moment, les activités de Formose jusqu'à la date de son élection en tant que pape ne sont pas très claires. Cependant, le fait que ses actions au cours de cette période n'aient pas été considérées dans le cadre des accusations portées lors du synode du cadavre, et qu'elles n'aient pas été mentionnées,
renforce la possibilité que Formose a agi conformément aux lois de l'Église au cours de ces années. Formose a dû faire face à une situation politique dangereuse dès son entrée en fonction. Peu de temps avant d'être élu pape en octobre 891, son ancien partisan et protecteur, le duc III, Guy de Spolète, avait été déclaré empereur du Saint-Empire romain. En fait, la cérémonie de couronnement, qui aurait dû être effectuée par le pape Étienne V, fut réalisée par le nouveau pape Formose en raison de son décès. De plus, au cours de ce bouleversement, le pape dut accepter le fils de Guy, Lambert, comme son successeur. Cependant, ses anciennes connexions politiques le provoquaient. Formose ne faisait pas confiance à Guy et à son fils Lambert. Par conséquent, pour faire face à Guy, il invita son ancien allié Arnulf en Italie pour s'emparer du royaume d'Italie en son nom. Arnulf, descendant de l'empereur franc Charlemagne, avait centré sa carrière politique sur l'Italie. Incité par Formose, il prit des mesures pour revendiquer ce qu'il croyait légitimement être le sien. Les attaques soudaines sur Milan et Pavie en 893 n'ont pas donné de résultat définitif. L'Italie était toujours sous la domination forte de Guy. Cependant, 3 ans plus tard, début 896, Guy mourut soudainement et son fils Lambert fut proclamé empereur du Saint-Empire romain. À partir de ce moment-là, les choses prirent une tournure à Rome. Les partisans de Lambert capturèrent Formose, le jetant en prison au Castel Sant'Angelo. Ce développement inattendu mit soudainement la vie du pape en danger. Pour éviter la perte de son puissant allié, Arnulf passa rapidement à l'action, et en quelques jours, entra à Rome avec ses forces, assurant la libération de Formose. En fin de compte, cette vieille alliance fut couronnée de succès politique. Arnulf fut couronné empereur du Saint-Empire romain à la basilique Saint-Pierre. Lorsque le pape Formose posa la couronne sur sa tête, il était convaincu que le nouveau terrain politique qu'il avait construit lui offrirait des opportunités terrestres. Cependant, ces calculs ne se révéleraient pas exacts. Quelques mois après le couronnement d'Arnulf, on le retrouva mort dans son lit. Étant donné son âge avancé, sa mort semblait avoir eu lieu naturellement. Cependant, malgré tout, des soupçons d'empoisonnement persistaient comme une question persistante. Après une cérémonie à la basilique Saint-Pierre, le défunt fut enterré dans le cimetière papal. On pensait que son histoire s'arrêtait là. Cependant, les bizarreries de l'histoire de Formose n'avaient pas encore commencé. Sa mort ne le tiendrait pas à l'écart des intrigues politiques ordinaires, des explosions de colère et des conflits d'intérêts de l'Italie du IXe siècle. Après la mort de Formose, 6. Boniface fut élu au poste papal. Cependant, il ne put occuper le poste que pendant 15 jours. La mort prématurée de ce nouveau pape donna à Lambert, duc de Spolète, le temps d'agir. Ses impulsions étaient largement maintenues en vie par sa mère, Agiltrude, duchesse de Spolète, qui voulait gagner de l'influence dans la politique du centre et du nord de l'Italie. Agiltrude, avec sa beauté, son intelligence, son charme et ses ambitions, n'était pas différente d'une duchesse médiévale typique. Cependant, sa capacité à utiliser ses qualités sans hésitation pour ses intérêts l'a transformée en ce que les historiens appellent une « duchesse mortelle ». Maintenant, les nuages de l'ambition dirigés par elle se rassemblaient au-dessus du dôme de la basilique Saint-Pierre. 6. Étienne, successeur du pape Boniface, avait une structure qui pouvait être incitée par les désirs politiques d'Agiltrude. Bien que le nouveau pape ait initialement reconnu l'empereur Arnulf, ses suggestions ont conduit à un changement d'avis, et Étienne est rapidement devenu un fervent partisan de Lambert. Cependant, cela ne suffisait ni à Lambert ni à Agiltrude. Pendant le pontificat de Formose, leur réputation fut totalement détruite. Ils perdirent non seulement ce qui leur appartenait légitimement, mais ternirent également l'honneur de la famille. Formose devait répondre de cela, et le fait d'être mort ne changerait rien à la situation. Environ 9 mois après la mort de l'ancien pape, Stéphane, Lambert et Agiltrude se réunirent pour exécuter un plan diabolique.
Peu de temps après, le pape Stéphane annonça qu'il jugerait le défunt pape Formose pour ses activités passées. Cependant, ce procès ne se déroulerait pas en l'absence du pape décédé. Stéphane voulait qu'il soit présent au procès. Ainsi, vers janvier 897, Formose fut exhumé de sa tombe et amené à l'église Saint-Jean de Latran, où le procès aurait lieu. Son corps à moitié décomposé et à peine tenu ensemble fut dissimulé en l'habillant de la tenue papale officielle, et l'ancien pape fut amené au tribunal et assis sur un trône élaboré. Stéphane lui-même prit la présidence du tribunal. Un prêtre assistant de 18 ans fut chargé de défendre Formose. Cependant, on ne pouvait pas dire qu'il remplissait efficacement cette mission. Le procès, connu dans les archives de l'époque sous le nom de Synodus Oranda ou du Synode du cadavre, commença avec Stéphane accusant théâtralement Formose. Les accusations formulées pendant le règne du pape VIII. Jean formait l'essence des attaques de Stéphane. Cependant, le pape actuel décida d'aller plus loin. Avec l'encouragement de la duchesse Agiltrude, il inventa de nouvelles accusations pour prouver que Formose n'était pas apte au pontificat. Selon ces accusations, Formose avait porté de faux témoignages de son vivant, agi contre les lois de l'Église et terni le nom de Saint-Pierre. Les questions posées par Stéphane et ses avocats ne furent soit pas répondues par le jeune homme défendant Formose, soit lues à partir de papiers préparés. En fin de compte, le procès suivit le cours inévitable fixé par Agiltrude, trouvant Formose coupable et invalidant toutes les décisions et actions prises pendant son pontificat. Par ordre de Stéphane, les vêtements sur le cadavre furent enlevés, il fut habillé comme un homme ordinaire. Les 3 doigts qu'il utilisait pour les bénédictions papales furent coupés, et il fut enterré à nouveau comme un homme ordinaire. Après cela, Stéphane dut refaire toutes les nominations faites par Formose. Cependant, tout cela ne calma pas Agiltrude. Comme le montrent les sources, quelques hommes fidèles à elle et à Lambert exhumèrent Formose de sa nouvelle tombe, soumirent le cadavre à diverses tortures, puis, lorsqu'ils en eurent fini, jetèrent les restes dans le Tibre. Quelques jours plus tard, un moine ordinaire qui respectait Formose, avec quelques pêcheurs, récupéra secrètement le corps jeté dans le Tibre et assura son enterrement clandestin. Cependant, ces événements ont causé le chaos et la colère à Rome. La haine du cruel procès de Formose a finalement convaincu les habitants de Rome que Stéphane était celui qui n'était pas apte au pontificat. De plus, l'échec de rétablir certains des prêtres nommés par Formose a répandu le mécontentement au sein de l'Église. Ainsi, environ 8 mois après le synode du cadavre, Stéphane a été renversé de son poste lors d'un coup d'État. Il a été publiquement humilié et finalement tué par ses gardes dans la prison où il a été envoyé. Quelques mois plus tard, le pape II, Théodore retira les accusations contre Formose et déclara le synode du cadavre invalide. Agiltrude dut quitter Rome et retourner à Spolète. Peu après, elle serait soumise à une série malheureuse d'intrigues politiques, perdant de nombreux titres qu'elle détenait. La vengeance pour Formose semblait avoir été accomplie. Cependant, pour Rome au Xe siècle, c'était une pensée excessivement optimiste. L'épreuve de l'homme mort n'était pas encore terminée. En 904, le pape Serge III, élu pape, perturberait bientôt à nouveau la paix de Formose. Serge, qui avait servi en tant que co-juge dans le tristement célèbre synode du cadavre et avait joué un rôle significatif dans la déclaration de culpabilité de Formose, était furieux de l'invalidation du synode pendant le règne du pape II, Théodore. Par conséquent, le nouveau pape ordonna l'exhumation et le procès de Formose une fois de plus. Cette fois, toute autorité était entre leurs mains. Après avoir déclaré le tas restant de Formose coupable, Serge lui fit trancher la tête et la jeta dans le Tibre. Peu de temps après l'incident, Formose, pris dans le filet d'un pêcheur par hasard, fut sorti de la rivière et emmené à la basilique Saint-Pierre, où il fut enterré une dernière fois. La décision de Serge pour Formose fut déclarée invalide en raison de l'interdiction de juger les morts imposée par le pape IX Jean avant lui. Néanmoins,
l'Église catholique ressentit l'obligation de publier une déclaration publique déclarant la validité des actions et décisions de Formose. Aujourd'hui, les historiens suggèrent que la procédure légale du synode du cadavre pourrait avoir été inspirée par les décisions du pape Grégoire le Grand, qui a servi au VIe siècle. Grégoire avait ordonné l'exhumation de ceux enterrés dans une église s'il était ultérieurement découvert qu'ils avaient commis un péché mortel. Bien que le pape Jean ait interdit cette pratique après le synode du cadavre, les représentants de l'Église catholique sont restés assez obsédés par la punition des morts pour leurs péchés tout au long du Moyen Âge. À partir du XIIIe siècle, les juges inquisitoriaux étaient insistants pour exhumer et brûler les corps des défunts reconnus coupables d'un crime avant la réinhumation. Souvent, avant la crémation, ces corps étaient soumis à diverses tortures par les représentants de la papauté. Ce qui est arrivé à Formose, de son vivant, était inspiré des conflits qui ont eu lieu pendant le règne du pape VIII. Jean. En revanche, la recherche moderne se concentre sur l'arrière-plan politique du synode du cadavre. Le synode du cadavre visait à invalider les nominations et actions de Formose. Cela ouvrait diverses positions pour que Stéphane fasse des nominations, en considérant ses intérêts, tels que la déclaration de l'Empire d'Arnulf comme invalide. En résumé, Formose, qui avait réussi politiquement de son vivant grâce à un groupe ambitieux, fut impitoyablement vaincu après sa mort. Cependant, aucun de ceux qui l'ont jugé n'a vécu assez longtemps pour réaliser leurs désirs. Seule Agiltrude était différente. La duchesse mortelle avait le temps de voir qu'elle avait tout perdu, y compris son duché, lorsqu'elle mourut en 923.